discipline qui est passionnante, particulière, avec son diagnostic, avec les différentes formes. Et sachez que vraiment la dysautonomie, c'est une maladie réelle qui existe, qui est un traitement. Et c'est un traitement patient par patient. C'est-à-dire, on peut dire que la dysautonomie, elle est fréquente. Et la prise en charge, elle doit être aussi, elle doit faire partie de notre pratique courante parce qu'on a beaucoup de patients qui font ce problème et malheureusement le diagnostic n'est pas retenu. Mais grâce aux efforts de professeur Halima Benjelloun qui a créé le diplôme universitaire, maintenant elle est à la 11e édition, qui a fait beaucoup d'études, beaucoup de projets de recherche, beaucoup de brevets déposés auprès de l'université. Donc, on tient qu'à lui souhaiter une longue vie et de très bonne santé. Et je tiens aussi à remercier l'ensemble donc, des membres du bureau, nos collègues professeur Aboudrar Souad qui a fait beaucoup de travaux avec Madame Jelloun, professeur Qali, Madame Raïda Al-Aqil, Madame Louah. Donc, vraiment, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Et la question qui m'a été attribuée aujourd'hui, c'est de parler de l'activité physique. Alors, l'activité physique, il faut savoir, donc, comme a dit professeur Cherti, il n'y a pas uniquement les médicaments, mais il y a la part de l'activité physique qui va agir donc, sur l'activité du système nerveux autonome. Il faut savoir donc, que le système nerveux autonome, c'est deux composantes. Donc, je vais expliquer un petit peu pour les jeunes qui sont ici présents. Donc, il y a le système sympathique qui est un système accélérateur et le système parasympathique ou vagal qui est freinateur. Et généralement, il y a ce qu'on appelle la balance sympatho-vagale. Notre organisme, il va agir en fonction des différentes situations de stress, situations de difficulté. Donc, il y aura une activité donc, initiale, par exemple, du système sympathique dans laquelle le parasympathique va venir pour freiner un petit peu, ou bien l'inverse, dans les situations où il y a une hyperactivité vagale, où le sympathique va agir pour essayer donc, de maintenir cet équilibre. Et donc, cet équilibre sympatho-vagal, il est généralement présent chez nous tous, dans notre organisme, mais malheureusement, il y a certaines situations et certaines pathologies, particulièrement dans l'insuffisance cardiaque, où il y a un déséquilibre de cette balance et particulièrement une déficience du vague. Et on va essayer donc de voir un petit peu comment on va pouvoir agir à travers l'exercice physique. Alors, l'exercice physique, donc, c'est très bénéfique, c'est très important pour l'organisme. Et vous avez ce qu'on appelle la balance sympatho-vagale qui doit être maintenue, et particulièrement dans l'insuffisance cardiaque, comme bien expliqué ici notre professeur Bnis, qu'il y a une déficience vagale nette dans l'insuffisance cardiaque. Alors ceci a été vraiment démontré à travers plusieurs études, et je mets ici le point donc, sur un travail présenté en 2022 qui a démontré qu'il y a une hyperactivité sympathique et une déficience vagale dans l'insuffisance cardiaque. Et nous aussi, on l'a déjà démontré dans un travail présenté dans Heart-Failure 2016, où on a démontré une déficience vagale chez les patients en insuffisance cardiaque à travers le Deep Breathing Test. Cette étude, elle a inclus deux groupes, un groupe patient insuffisant cardiaque versus groupe sain, et chez lesquels nous avons évalué le Deep Breathing, parce que le Deep Breathing Test, c'est le test qui permet donc de diagnostiquer donc, s'il y a une anomalie ou pas du système vagal. Et nous avons démontré une déficience vagale chez les patients qui sont insuffisants cardiaques par rapport aux patients par rapport aux patients normaux. Donc ça, c'est déjà un travail qui a été fait par notre équipe en 2016. Alors, par la suite, notre collègue Soumia, elle a confirmé la même chose en 2021 à travers cet abstract publié dans les archives of Cardiovascular Disease en 2021. Elle a pris une série de 31 patients chez lesquels elle a étudié, elle a fait une exploration du système nerveux autonome, patients insuffisants cardiaques, et c'est la même chose. Donc, elle a démontré qu'il y a vraiment une déficience vagale chez ces patients-là. Alors, pour les autres... S'il vous plaît. Alors pour le vague, comme vous savez, c'est un système qui agit sur tous les organes. Donc tous les organes sont touchés par le nerf vague
Alors, il y a une action au niveau inflammatoire, une action au niveau pulmonaire par un phénomène de bronchoconstriction, vasoconstriction, une action sur les viscères, sur le foie, sur le pancréas, une action au niveau de l'estomac, donc il y a une augmentation de la sécrétion des sucs gastriques, au niveau intestinal, au niveau buccal, au niveau laryngé, au niveau cardiaque, parce que le VAG va réduire donc, ou bien faire diminuer donc, le rythme cardiaque et le tonus vasculaire et les pressions artérielles. Et il y a aussi une action, comme vous savez, au niveau rénal et au niveau de l'appareil urinaire, comme ce qui a été démontré tout à l'heure dans la première session. Alors, l'activité physique, déjà, quand un patient présente un événement cardiaque, que ce soit un infarctus de myocarde, une insuffisance cardiaque, une complication cardiovasculaire, ce qui était conseillé dans les années avant, c'est le repos, c'est le patient qui doit être en convalescence, donc il ne faut pas bouger. Mais par la suite, dans les années 90, il a été démontré que l'activité physique, elle a des effets bénéfiques chez les patients parce qu'elle va améliorer les capacités du patient et il n'y a pas donc d'effet délétère sur le patient qui est atteint d'une maladie cardiovasculaire. Au contraire, il y a un effet bénéfique. Et récemment, il y a à côté de ce bénéfice sur l'amélioration des capacités, il y a cette amélioration carrément du pronostic des patients. Et c'est le cas de l'insuffisance cardiaque. L'activité physique va améliorer la qualité de vie et le pronostic des patients insuffisants cardiaques. Alors, comment va agir l'entraînement physique? Il va agir sur les différents éléments. Il y a l'action cardiaque, il y a une action sur les vaisseaux, une action générale, un effet sur les muscles, un effet sur la ventilation. Donc, il a énormément de bénéfices sur tous les paramètres. Alors, il va certainement diminuer la stimulation sympathique et renforcer le tonus vagal. Il va diminuer la production des cytokines pro-inflammatoires et des hormones natriurétiques. Il va réduire l'espace mort et améliorer l'efficience respiratoire. Et il va améliorer la compliance des gros vaisseaux. Et bien sûr, il y aura une action musculaire par une amélioration de l'activité mitochondriale et par conséquent une baisse de cette atrophie musculaire. Alors, particulièrement dans le système nerveux autonome, l'entraînement physique, il va améliorer le système parasympathique, donc il va stimuler le vague et diminuer l'activité sympathique. Il va diminuer le taux de noradrénaline circulante et il va certainement augmenter cette variabilité sinusale. Alors, comme vous savez, dans l'insuffisance cardiaque, c'est des patients qui sont tachycardes, c'est des patients qui sont en état de sarcomérie, d'une amyotrophie musculaire avec une diminution des performances musculaires et du capital mitochondrial. Au niveau vasculaire, c'est des patients qui sont en état de vasoconstriction périphérique avec une diminution des capacités vasodilatatrices par une dysfonction endothéliale et une action pulmonaire, donc ils sont dans un état d'hyperventilation, d'une hyperactivité bronchique et un état de congestion. Alors tout ceci va être certainement réversible parce que l'exercice physique, il va agir sur tous ces paramètres. Il va agir sur le phénomène de tachycardie, donc il y aura une stimulation du système vague. Il va agir au niveau musculaire par amélioration par une amélioration de la performance musculaire. Et il va agir au niveau vasculaire, donc par un phénomène de vasodilatation. Et il va agir au niveau pulmonaire, donc par baisse de cet état d'hyperventilation. Alors pour illustrer tout ça, nous allons vous présenter un cas clinique donc d'un patient âgé de 65 ans. Il est diabétique depuis 7 ans, sous antidiabétiques oraux mal équilibrés, hypertendu depuis 3 ans, sous ARA2. Il était admis dans un tableau d'infarctus de myocarde de topographie antérieure qui a été compliqué d'une dysfonction ventriculaire gauche à 35%. La coronarographie trouve une lésion de l'artère interventriculaire antérieure au niveau de son segment proximal. Il fait l'objet d'une angioplastie par mise en place de stent. Alors, sur le plan biologique, c'est un diabète mal équilibré, un LDL qui reste toujours élevé. Heureusement, il a une bonne fonction rénale. Alors, bien sûr, le traitement va répondre aux recommandations. C'est un patient qui va bénéficier donc des 4 piliers de l'insuffisance cardiaque, la double antiagrégation plaquettaire vu l'angioplastie et l'événement cardiaque. Bien sûr, une préférence pour les analogues du GLP-1 comme ils ont une protection cardiovasculaire chez les patients diabétiques. Alors voilà les recommandations, donc on les a appliquées parce que les recours de l'insuffisance cardiaque en 2021, ils sont en classe 1 pour les 4 fantastiques.
gymnastique. Et comme cinquième pilier, c'est la réadaptation cardiaque qui se base particulièrement sur deux volets, l'entraînement physique et l'éducation thérapeutique. Alors, pour notre patient, il était admis en réadaptation, il était dyspnéique stade 2, mais comme vous voyez, sa tension artérielle, elle était à 110/60, mais la fréquence cardiaque, elle est à 82 battements par minute sous 5 mg de bisoprolol. Il est limité sur le plan fonctionnel parce qu'il a à peine fait 360 mètres. L'exploration cardio-respiratoire par échange gazeux montre une charge maximale à 60 watts, donc il est vraiment limité sur le plan effort, et sa VO2, elle était à 16, donc elle est moins de 50% de la valeur prédite. Donc notre patient, il est déconditionné, il est en état d'hyperventilation, état d'amyotrophie et un état de tachycardie. Alors le programme de réadaptation va se baser essentiellement sur un renforcement musculaire d'abord, puis un programme d'endurance à faible charge de façon très progressive à ce que notre patient peut atteindre les 60 watts de façon facile et adéquate. Et par la suite, bien sûr, l'éducation thérapeutique lui a fait apprendre la maladie, la gestion des médicaments. Notre patient, il était essentiellement donc angoissé, mais le programme va certainement l'aider. Alors, le programme s'est basé sur la gymnastique au sol qui a fait travailler la musculature supérieure et inférieure, des exercices de résistance, d'intensité légère à moyenne, en travaillant les différentes masses musculaires, donc les membres supérieurs, les membres inférieurs, à raison donc de 10 à 15 répétitions, donc 8 à 10 mouvements différents. Certainement, donc ça va être adapté aux handicaps locomoteurs, et c'était un programme de 2 à 3 séances par semaine, d'une durée donc de 20 à 30 minutes. Une fois le patient a fait ce programme de renforcement musculaire, donc c'est une dizaine de séances, après on est passé à l'endurance de faible charge, et c'est un programme sur vélo, sur tapis roulant et sur manivelle, avec des charges qui sont faiblement faibles, donc initialement faibles, donc on a commencé par 10, 15, 20 watts progressifs, à ce que notre patient arrive à faire les 60 watts sur laquelle il s'est fatigué sur la VO2 de façon à l'aise. Et bien sûr, le côté diététique, il est très important. Notre patient, il est en état d'obésité, donc qui prend 3 repas par jour avec une collation. Et notre rôle, et particulièrement le rôle de la diététicienne, c'est lui conseiller un régime hyposodé, une restriction hydrique parce qu'il est en dysfonction ventriculaire gauche, et bien sûr supprimer la collation et l'aider à baisser le poids au moins 10 à 15% en fin du programme et maintenir la baisse par la suite parce que notre patient va être revu de façon régulière. Alors l'éducation thérapeutique, donc à côté de l'entraînement physique, vous savez que l'éducation thérapeutique elle est très importante. Elle permet de patient donc de passer à l'état de spectateur qui vous regarde, qui répond à vos conseils, qui subit donc ce que le médecin lui dit, un état d'acteur, qui sait sa maladie, qui connaît les médicaments, leurs effets secondaires, qui respecte le régime, qui adhère au traitement et qui sait gérer sa maladie et connaître les signes d'alerte pour pouvoir intervenir au moment opportun. Alors essentiellement donc notre rôle n'est pas uniquement l'entraînement physique, mais l'optimisation thérapeutique. Comme vous savez, le patient, il est venu tachycarde à 5 mg de bêta-bloquant, donc on a augmenté la dose à 10 mg et on a aussi optimisé les autres thérapeutiques. Alors à la fin du programme, notre patient, il n'est plus dyspnéique, donc il est passé de stade 2 à un stade 0, donc il est bien, il n'est pas symptomatique. L'IMC, donc il a baissé de 2 points, donc ça va par rapport mais il faut l'encourager encore à baisser le poids. Mais une chose qui est très importante, c'est la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, elle a baissé, donc elle est passée de 82 à 65. Donc c'est une baisse qui est importante. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons optimisé le traitement bêta-bloquant, donc lors du programme, et les 20 séances d'entraînement physique. Comme vous le savez, ils ont aidé à stimuler le système vagal et par conséquent, nous avons pu baisser cette fréquence cardiaque. Donc, il y a un mécanisme double, effet médicament bêta-bloquant et effet entraînement physique et programme de réadaptation. Un autre élément aussi important, c'est l'amélioration des capacités fonctionnelles parce qu'il a amélioré le test de marche à 490. Et un élément aussi important, c'est l'amélioration de la charge à 90 watts et la VO2 qui est passée de 16 à 19. Donc déjà sur ces éléments-là, on peut dire que l'entraînement physique a aidé notre patient à baisser la fréquence cardiaque. Donc, il y a un phénomène donc d'augmentation du tonus vagal à travers le programme et aussi la qualité de vie. Donc, il n'est plus dyspnéique, il n'est plus angoissé
et les paramètres fonctionnels et cardio-respiratoires, notamment un test de marche qui a augmenté et une charge qui a augmenté avec un état donc de ventilation qui s'est nettement amélioré. Alors aussi pour encore documenter et prouver l'effet de la stimulation du vague à travers donc l'activité physique, il y a une thèse de doctorat qui était présentée en 2019 qui a montré l'effet du programme de marche rapide. Donc elle a pris les sujets âgés, plus de 60 ans, sur un programme de marche rapide et voir leur effet sur le système nerveux autonome. Alors cette thèse, elle a montré qu'une activité physique de type de marche rapide associée à des exercices de renforcement musculaire pratiqués 3 fois par semaine permet l'amélioration du contrôle cardiaque parasympathique et l'atténuation de la fragmentation de la fréquence cardiaque chez les sujets âgés de plus de 60 ans. Donc ceci rejoint le cas de notre patient, donc il a 65 ans, il a fait un programme d'entraînement physique. Eux, ils ont fait uniquement la marche rapide et le renforcement musculaire 3 fois par semaine. Mais nous, le programme, c'est beaucoup plus un programme d'entraînement physique sur machine, tapis roulant, manivelle et ergomètre, et avec le programme de renforcement musculaire. Et donc, l'effet bénéfique, c'est cette stimulation du système parasympathique ou vagal. Alors, un autre travail ici qui a été présenté en 2022. Alors, comme vous savez, le phénomène d'apoptose ou de dysfonction endothéliale ou d'aggravation de l'état vasculaire, ce n'est que le résultat de plusieurs éléments, notamment l'élévation du système sympathique, le stress oxydatif, et tous ces éléments-là vont intervenir pour entraîner ce phénomène de dysfonction endothéliale. Mais si on peut stimuler le tonus vagal, et c'est l'effet de l'exercice physique, on va pouvoir casser cette chaîne et pouvoir éviter tout ce qui est complications. Et c'est le cas de cette étude. Alors, un autre travail aussi en 2019, il a montré qu'il y a une relation étroite, vraiment strong, entre la stimulation du système vagal et l'activité physique. Aussi, il y a une autre étude ici en 2016 qui a montré que l'exercice physique permet de préserver le vague et de restaurer le tonus vagal dans l'insuffisance cardiaque. Donc, ils ont démontré que vraiment la stimulation du système vagal et du tonus vagal dans l'insuffisance cardiaque qui est déficient et qui a été vraiment démontré, qu'il y a une part très importante, une part très bénéfique et positive de l'exercice physique. Voilà, donc, et je conclus en disant que l'insuffisance cardiaque, il y a une déficience vagale, ce que les études ont démontré et ce que nous aussi dans notre structure, on a démontré à travers de petites séries de patients. La réadaptation cardiaque, elle est vraiment très bénéfique parce que vraiment jusqu'à ce jour, lors du programme, on a vraiment plus d'une centaine de patients insuffisants cardiaques en dysfonction ventriculaire gauche qui ont bénéficié du programme et que l'entraînement physique a vraiment démontré qu'il y a un effet très important sur le tonus vagal à côté des autres paramètres. Et bien sûr, donc, la stimulation va se faire sur le tonus vagal et par la suppression du système sympathique. Je vous remercie.